C'était un discours très intéressant tout à l'heure qui a évoqué beaucoup de choses. On a parlé de la valeur ajoutée, aussi l'importance des valeurs. On a donné beaucoup d'importance à la valeur, le travail par exemple, la capacité de travailler, le respect pour la réussite professionnelle et le rôle de tout cela dans le développement économique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un des éléments clés dans la réussite du Corée du Sud. Les valeurs du peuple coréen ont joué un rôle très important. Voici une photo prise en Corée du Sud en 1950. C'était une période avec beaucoup de pauvreté. Ça, c'est une école. Et il faut savoir qu'en partant après une guerre avec la Corée du Nord, etc., il y avait l'occupation du Japon, une historique assez pénible. Ils avaient très peu de ressources, la plupart des entreprises en Corée du Sud, à l'époque, ils appartenaient à des grands groupes japonaises. Et ils avaient des problèmes d'inflation, de problèmes économiques avec le devise, etc. Ils ont adopté une politique d'industrialisation basée sur l'exportation, les exports, industrialisation. Et pendant une vingtaine d'années, ils ont continué à pousser l'industrialisation, introduire des technologies, rattraper avec le reste du monde, faire des liens avec les autres économies. Et ils ont poussé ça très fort. Maintenant, voilà un peu le Corée moderne, 60 ans plus tard. Très moderne, une des grandes cuisines du monde, exportée partout dans le monde. Vous connaissez ce personnage au milieu, Psy. C'est un chanteur, il a fait la chanson Gangnam Style, tout le monde le connaît, on l'entend à la radio tout le temps. Ils exportent leur culture maintenant partout dans le monde. Les tours à côté, le tour Petronas, c'est en Malaisie, mais ça a été construit par une entreprise coréenne. Donc ils ont une réussite sur beaucoup de plans industriels. Ils ont une présence globale maintenant, et tout cela a été fait dans une relativement courte période de 50-60 ans. Mais ils ont payé un prix quand même. Ils ont beaucoup nui à l'environnement. Ils avaient des graves problèmes de pollution, problèmes de qualité de l'air, qualité de l'eau. Et récemment, c'est-à-dire en 2008, ils ont décidé, ça suffit, il faut changer le rythme, il faut passer à un autre modèle de développement. Donc, c'est-à-dire que pendant de longues années, avec quelques variantes, le modèle de développement était basé sur industrialisation, les exports, etc., et une croissance classique. Ils ont réussi cela. Et à un certain moment, ils ont décidé que c'est fini cette période de rattrapage. On doit passer à un mode de leadership maintenant, basé plus sur l'entrepreneuriat et mobilisé par une autre vision de la croissance. Et c'est le président lui-même, en 2008, qui a annoncé cette nouvelle vision. Et l'idée, c'est le concept de croissance, jusqu'à maintenant, est basé sur le PIB, est basé sur une croissance économique, une croissance numérique ou quantitative. Et pour les 60 ans à venir, il faut gérer une transition vers un autre mode de croissance, une croissance qualitative. Et ça, c'est la vision qui anime tous les débats sur l'économie maintenant et qui anime tous les débats sur la recherche, l'innovation, le développement en Corée. Il faut préciser que pour nous, par exemple, nous en Europe, aux États-Unis, pour les pays, certains pays industrialisés, la croissance verte est un choix.
Mais pour les pays tels que le Corée du Sud, tels que la Malaisie, l'Indonésie, etc., la croissance verte n'est pas un choix. Pour la Chine, c'est absolument essentiel. Pour la seule raison qu'ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour soutenir cette croissance dans l'avenir. Ils n'ont pas suffisamment de ressources. Par exemple, l'eau leur manque pour maintenir le même rythme de croissance. En Chine, les villes de la Chine, ils ont une quota au niveau des dépenses de l'eau. Quand une usine atteint son quota, il n'a plus le droit de consommer de l'eau. Et il doit chercher des eaux usées, ils emploient des technologies, ils achètent les eaux usées pour les transformer en eau utilisable dans le processus industriel. Donc il y a un marché énorme en Chine actuellement pour la transformation des eaux usées. C'est une industrie qui est réelle, mais pour nous, ça reste un choix. Pour eux, c'est essentiel. Pour maintenir la croissance, pour donner de la prospérité aux gens, de l'espoir aux jeunes et pour maintenir la paix sociale. C'est une question de sécurité. Donc les enjeux au niveau de la croissance verte pour certains pays, ça semble être un choix. Est-ce qu'on va le faire ou non? Et certains grands acteurs tels que Walmart, Tesco, ces acteurs, ils ont décidé que tous les fabricants maintenant doivent se mettre dans une logique de croissance verte. Ça veut dire que Walmart, ils ont 300 000 fournisseurs partout dans le monde. Ils ont reçu la lettre. Vous avez 2 ans pour vous transformer en entreprise verte si vous voulez rester dans notre liste des fournisseurs. Vous avez 2 ans pour se transformer. Mais ça, c'est un choix qu'a fait Walmart. Ce n'est pas toutes les entreprises qui vont le faire. Les meilleurs, ils vont le faire. Et ils entraînent les fournisseurs avec eux. Et les fournisseurs qui répondent à ce défi, ils vont rester en rapport économique avec les grands groupes tels que Walmart. Les autres, ils vont être largués éventuellement. Ils vont disparaître. Mais en Asie, le choix n'est pas là. Toute l'économie doit se transformer parce que c'est la seule façon de maintenir la croissance et la prospérité. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, c'est un pays ultra-moderne maintenant. C'est le marché le plus avancé au monde dans la téléphonie mobile. Ça veut dire que tous les grands groupes en téléphonie mobile, ils ont des centres de R&D en Corée du Sud pour comprendre le marché de l'avenir chez eux. Le marché en Finlande, d'ici 2 ans, ça sera comment? On va à Séoul pour savoir. Et on fait le R&D à Séoul pour le savoir. Et maintenant, en dépit de tout cela, avec la croissance de la consommation d'électricité, ils avaient mis en place des centrales électriques, des centrales nucléaires, mais ça suffit pas, tout simplement. Il y avait des blackouts, donc des pannes d'électricité à Séoul l'été dernier, des blackouts et des brownouts. Donc ça existe et ça sera de plus en plus grave. Ils ont des problèmes de sécurité alimentaire avec la croissance et ils exportent beaucoup de produits alimentaires maintenant. Pour la plupart, les produits, une grande partie est cultivée ou élevée dans des serres. Et les serres consomment de l'électricité. C'est lié avec leur industrie de la construction et leur industrie de LED, les lumières électroniques, qui sont des grands acteurs dans ce domaine, et ça c'est lié à leur industrie agroalimentaire. Mais ça consomme de l'électricité. Donc ils ont besoin d'une efficacité énergétique, des nouvelles sources d'énergie, etc. Et c'est pour cela qu'ils poursuivent des objectifs au niveau de l'énergie et au niveau de l'environnement avec pas agression, mais avec une ambition très élevée, avec une détermination très élevée. Ils veulent être le premier au monde d'ici 5 ou 10 ans dans des domaines des technologies vertes. C'est toute l'économie qui doit être transformée. Ce n'est pas qu'une ville ou 2 villes, c'est toutes les villes. Donc, dans la vision qui a été exprimée sur l'économie verte, il parle maintenant pas des complexes industriels, mais des complexes industriels et écologiques. C'est un concept coréen
Et donc, ils intègrent l'aspect développement de l'environnement avec le développement industriel. Ce n'est pas deux choses, ce n'est pas un choix, ce n'est pas deux choses séparées, c'est deux choses qui doivent aller d'office ensemble maintenant. Et ils ont une stratégie nationale avec des objectifs, avec un plan d'action. Mais tout est inspiré par cette vision de la croissance verte. Intéressant à savoir que les investissements faits par les entreprises jusqu'à maintenant sont tellement importants qu'ils ne peuvent pas les rentabiliser sur la base du marché coréen. Ils doivent aller vers l'extérieur. Et donc, ils ont même intégré leur vision de développement économique avec leur vision de développement à l'extérieur, leur aide en développement vers les pays étrangers, surtout en Asie, en Amérique latine, et éventuellement en Afrique. Si on prend tous les secteurs, on peut parler du développement des secteurs. Chaque secteur existe dans un environnement de la compétitivité. On est dans la concurrence, il faut avoir un meilleur produit, un meilleur prix, meilleures conditions. On vit cette pression tous les jours. Mais il y a des choix à faire. Et la vision de la croissance verte oriente les choix. Et ils ont choisi 3 secteurs mobilisateurs. Pour l'instant, il y a l'automobile, aller vers la voiture verte. Ce n'est pas simplement une question de créer la technologie pour l'automobile verte. Ça va devenir un produit de consommation dans la société coréenne aussi. Avec ça, on ne va pas fermer la clé sur l'industrie pétrolière, même si on dit que le pétrole, l'extraction pétrolière et de gaz est mauvaise pour l'environnement. On ne peut pas fermer les centrales d'un jour à l'autre. Il y a une transition à gérer. Et entre-temps, il faut continuer à améliorer l'environnement. Donc, ils ont tout un programme pour rendre plus vert le secteur pétrolier et en même temps aller vers une industrie chimique qui est verte aussi, une industrie de la chimie verte. Donc, dans tous les secteurs, ils ont pris cette vision. Donc, on a la vision au niveau national pour l'avenir, et tous les secteurs maintenant, ils prennent cette vision en main et se disent, OK, au niveau de l'automobile, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette vision? Et eux, ils traduisent cette vision dans une vision pour le secteur automobile. Donc, il y a une mobilisation au niveau de la nation comme ça. Et pour prendre un petit exemple dans le secteur de l'énergie, il y a le concept du smart grid. Le smart grid, c'est intéressant, c'est vraiment une rupture avec le passé, parce que maintenant, si on regarde comment l'énergie est organisée dans la plupart des pays, on a une production centralisée. Quelques grandes centrales de production énergétique, et puis un système de distribution. Il est relativement stable. Évidemment, il y a des usines, il y a des nouveaux comportements de consommateurs, il y a une variabilité, mais le système en soi, le lieu où l'énergie est produite, les lieux où l'énergie est consommée, ça reste relativement stable. Mais maintenant, on va vers un autre modèle où les lieux de consommation d'énergie deviennent aussi un lieu de production d'énergie. Chaque foyer peut produire de l'énergie avec le photovoltaïque sur le toit, avec des petites éoliennes et aussi de stockage. La dernière fois, quand j'étais en Corée du Sud, j'ai vu des piles de stockage d'électricité conçues pour la maison, l'appartement. Dans mon appartement, je peux avoir une pile qui va stocker de l'électricité. Si j'ai une voiture électrique, j'utilise le pile de la voiture électrique pour stocker de l'électricité. Ça augmente ma capacité de stockage. Et un marché où chaque acteur devient à la fois la capacité de vendre l'énergie, d'acheter l'énergie ou de le stocker. Stocker l'énergie, c'est un service. Donc il y a 3 services, l'achat, la vente et le stockage, au niveau de chaque acteur dans l'économie. Donc ça veut dire un prix en temps réel pour tous les services.
Donc voilà un peu le système qu'ils sont en train de mijoter, disons, en Corée du Sud. C'est un modèle prosumer, producer-consumer. Mais ça demande beaucoup au système de distribution. Le système et la variabilité du système. S'il y a le soleil ici et pas là, ça veut dire que le photovoltaïque est plus performant par là. On a une production élevée, une production bas là. L'éolienne, la production la nuit où tout le monde branche sa voiture électrique, il y a une capacité de stockage élevée, plus élevée que dans la journée. Toute cette variabilité pose des grands problèmes de contrôle du système. On est vraiment dans une autre échelle de contrôlabilité du système. Mais quand même, ça ouvre la porte à beaucoup de services, de nouveaux services pour optimiser et aussi et pour changer complètement l'économie énergétique. Vous voyez en bas ici, on a la vision au-dessus. Des objectifs, il y a un objectif jusqu'à 2012, objectif jusqu'à 2020, objectif jusqu'à 2030. Et pour réaliser ces objectifs, il y a des domaines où il faut un développement. Et après, ici, on a une analyse. Qu'est-ce que vous donnez au niveau création de l'emploi, création de la valeur, impact sur l'environnement. Donc tout cela est recherché, on peut faire des prévisions et ça fait partie d'un côté, ça donne une justification de la vision. Ça montre que la vision est faisable, elle est réelle, ça les aide à faire des choix. Quand il faut choisir entre les technologies, etc., on va faire des provisions. Quelle est la capacité de cette technologie de nous aider au niveau de l'environnement? Quelle est la capacité de donner le jour à un vrai marché énergétique où tous les consommateurs sont des producteurs et ils participent et au fur et à mesure utilisant le levier, le marché comme un levier, on change les comportements des gens, on réduit la consommation et en même temps on crée toute une nouvelle industrie autour de l'énergie. Ceci n'est pas simplement un projet technique, c'est aussi un projet social. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un chef d'R&D chez Korea Telecom. Korea Telecom, dans la recherche liée à ce programme, ce n'est pas que les entreprises énergétiques qui sont impliquées. Il y a beaucoup d'entreprises de la communication. Parce que dans tous les pays, le télécom, c'est un secteur face à des défis de voice over IP. Il y a beaucoup de défis. Le business model du télécom a changé beaucoup au fil des années et va continuer à changer. Et maintenant, dans la gestion énergétique, il y a un nouveau créneau où le télécom va jouer un rôle très important en collaboration avec les entreprises dans le secteur énergie. Ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, ils doivent apprendre à travailler ensemble. Aussi, avec la construction. Le secteur de la construction doit apprendre à travailler ensemble avec le secteur énergie, avec le secteur communication, pour mettre en place une infrastructure qui n'existe pas déjà, qu'il faut inventer et qui va créer de nouveaux marchés. Mais la seule façon, c'est très facile à dire, mais c'est très difficile à réaliser dans la pratique. Donc, le laboratoire pour réaliser ce projet du Smart Grid, ce n'est pas une petite salle dans une université. C'est le monde réel, c'est la ville, c'est une île, c'est un quartier, c'est une région. Par étapes, le laboratoire, c'est le milieu naturel où il faut appliquer la technologie. Et donc, le concept classique de la R&D, de développement, est complètement transformé par cette nouvelle vision. Pour réaliser la vision, il faut travailler d'une autre manière complètement. Il faut impliquer l'économie pour comprendre le business model. On passe d'un modèle où il y avait des monopoles à un modèle basé sur un marché libre qui va permettre à naître des nouvelles entreprises. Pour trouver leur compte dans ce système, il faut créer de nouveaux business models. Et à la fin de la journée, il faut changer le comportement du consommateur.
parce que c'est assez compliqué. Le consommateur doit faire le choix maintenant. Et au niveau, il doit gérer sa consommation et sa production énergétique. Le chef d'innovation chez Korea Telecom en parlait des priorités, des grands défis au niveau de la recherche dans ce domaine. Et pour lui, il disait que le défi n'est pas vraiment technologique dans le sens classique. Le défi, c'est au niveau du comportement des gens. C'est dans les sciences cognitives. C'est dans la sociologie, anthropologie, psychologie. C'est dans tous ces domaines-là. Et maintenant, il faut impliquer ces gens à faire de la R&D avec les gens qui travaillent dans la télécommunication, énergie, le bâtiment, etc., pour faire la conception des services qui n'ont jamais existé auparavant. Ici, il y a des outils, c'est juste pour vous montrer un peu les outils qu'on met en place pour planifier la R&D, parce que le défi, c'est comment passer d'une vision vers des plans d'action concrètes. Ce n'est pas une mince affaire, parce que quand on parle de la R&D, ce n'est pas comme la construction d'un... si je vais construire une maison, même une grande maison, on sait comment le faire. On a fait 20 000 fois dans le passé. Dans la planification, dans cette situation où les incertitudes sont limitées et on peut les maîtriser, vers une planification liée à la R&D, où on va vers un avenir qui est vraiment nouveau, qui n'a jamais existé, où il y a l'inconnu, dont les outils de gestion qu'on applique sont différents. Et la vision est très très importante pour savoir est-ce qu'on va dans la bonne direction. Les systèmes de valeurs c'est très important parce que ce sont les valeurs qui nous aident à prendre les décisions. Donc, connaître ces valeurs est très très important avant de pouvoir prendre la bonne décision. C'est quoi la bonne décision? C'est la décision qui est cohérent avec mon système de valeurs. Donc, ça c'est juste pour vous montrer, dans cette vision, on a dit le bilan, l'état des lieux, quand on analyse le système énergétique, voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà où nous devrions être en 2030. Ça c'est, on va vers ce qu'on appelle une carte de route, un roadmap. Et ici, la première date dans cette roadmap, c'est 2008, c'est décembre 2008. C'était au mois d'août 2008 où le président du Corée a annoncé la vision pour la croissance verte. Au mois d'août, déjà au mois de décembre, on a commencé ce projet. Et à la fin, un an plus tard, à la fin de 2009, les consortia ont été mis en place, on a signé des protocoles d'accord, etc. Et on commence la première phase de cette carte de route pour réaliser la grande vision. Et en principe, on finit au mois de mai de cette année. Mais en fait, j'ai visité cette phase du travail, le testbed sur l'île de Jeju, et ils avaient déjà fini, presque un an en avance. Et donc, on change normalement, quand on fait le planning de projet, on prolonge. Et eux, ils avaient fini un an, un projet sur 3 ans est fini presque un an en avance. Et certaines avaient déjà commencé la deuxième phase. Donc, les consortia, là, on parle de consortia avec des centaines d'entreprises qui travaillent ensemble, des entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui prennent des risques ensemble, etc. Et dans tous les secteurs, la vision de la croissance verte déclinée, il y a des priorités, il y a des secteurs, etc. Et dans tous les secteurs, ils ont des roadmaps. Et c'est un grand travail, il faut des ressources pour le faire. Et en général, les Coréens ils mettent à côté plus ou moins 2% de leurs dépenses en R&D, etc., pour la planification de la R&D et la recherche qui informe le R&D. Bon, encore des détails sur cela, mais ce qui est très intéressant sur le plan d'investissement, parce que c'est une chose d'avoir un plan d'action qui dit, voilà, on doit faire ceci, cela, l'un, l'autre, etc. On a la liste des actions. Finalement, les choses se concrétisent quand on met de l'argent sur la table. Et cette étape,
finale, c'est une étape difficile. Mais c'est intéressant d'interroger un peu les chiffres, parce que là, dans le plan d'investissement, il y a un rôle pour le gouvernement, il y a un rôle pour le secteur privé. On ne va pas trop se soucier sur les chiffres, ce sont des won coréens, c'est notre devise. Mais c'est important, c'est bon à noter qu'au total, le chiffre est 27 000 pour le gouvernement, l'investissement du gouvernement, et presque 10 fois plus pour l'investissement du secteur privé. Si on regarde, on a un chiffre infrastructure, et voilà les détails des dépenses en infrastructure. Et puis on a une dépense technologie. Donc si on regarde le chiffre pour la technologie, en général le secteur privé met 2 fois plus que le gouvernement dans le financement de la recherche et de la technologie. Et au niveau infrastructure, 10 fois plus que le gouvernement a mis sur la table. Donc il y avait une négociation, une planification. Il faut décider où sont les endroits où le secteur privé peut trouver son compte, où est-ce qu'ils doivent investir, où est-ce que le secteur public va trouver son compte, etc. On partage le travail et on met un plan sur la table et les chiffres sont réels. Ça, ce sont les chiffres pour cette première test bed sur l'île de Jeju pour montrer la possibilité des choses. Ça a été mobilisé en quelques années, dépensé. Le gouvernement était très déçu des résultats, faut dire. Les entreprises étaient très contents. Donc parfois, les acteurs différents, ils attendent de différentes choses, mais les entreprises étaient très contents. Ils ont beaucoup appris comment travailler ensemble, comment le business model, comment trouver leur compte dans ce nouvel système. Parce que pour réaliser un projet qui est à la fin économique, c'est essentiel de trouver son compte. Donc on a tendance à oublier cette partie, le business model, et comment apprendre à travailler ensemble. Donc les industriels étaient très contents de ça. Ils ont aussi appris quelle partie du projet est difficile. Et la partie la plus difficile, ce n'est pas de développer les composants technologiques de base, la recherche classique. Tout le monde peut le faire. Si vous faites un projet sur ce thème en Tunisie, tu peux être sûr qu'il y a 10 000 autres laboratoires dans le monde qui font exactement la même chose. Mais la partie qui est très très difficile, c'est cet aspect social, changer le comportement des gens. Donc ils avaient clarifié pour eux où est l'avantage. Donc si on veut être le meilleur, c'est là où il faut mettre le paquet pour avoir un avantage dans l'avenir. Donc voilà un peu, une autre fois peut-être, on pourrait aller un peu plus dans les détails, comment ils ont fait la planification, comment ils étaient organisés, etc. Mais c'est très important, ce que je voulais faire émerger, c'est l'importance de la vision, une vision du très haut, le fait que la vision n'est pas la seule vision d'un leader du pays, mais il faut du leadership, il faut la vision à tous les niveaux différents. Et à chaque niveau, il y a une activité de gouvernance à mettre en place et ça aboutit à des décisions qui sont économiques. À la fin de la journée, ça veut dire qui va investir en quoi, comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour réaliser cette vision. Bon. Je le laisse comme ça et après, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci.